Nous sommes jeudi 27 février 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. Le président du CNL, Agathon Rwasa, a déposé ce jeudi sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante pour les élections présidentielles du mois de mai prochain. En tant que candidat du parti CNL, il devient automatiquement le deuxième candidat à avoir déposé son dossier après la candidature du CNDD-FDD. Les sanctions prises par l'Union européenne n'ont pas d'impact sur le Burundi, selon Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD, des propos qui étonnent le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Vous le suivrez dans cette édition. Certaines barrières subsistent dans le domaine de la liberté économique au Burundi suite à son enclavement et le gouvernement qui ne facilite pas assez les investisseurs étrangers. Ces conclusions sortent d'un forum des experts nationaux et internationaux en économie organisé par le Centre de développement et des entreprises. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Agathon Rwasa a déposé son dossier de candidature ce jeudi à la CENI pour participer aux élections présidentielles prochaines. Le leader du parti CNL n'a pas manqué à demander à la Commission nationale indépendante d'organiser des élections crédibles. Suivez. Effectivement, nous venons de déposer notre dossier au présidentiel et ça a été accepté. Ça ne pouvait en être autrement puisque le dossier est complet. On a respecté les recommandations de la CENI et on a constitué le dossier conformément aux directives de l'organe qui gère les élections. Quant à comment nous allons accueillir les résultats, ça dépendra de comment le processus se déroulera. Nous sommes humains, les gens changent, les situations changent. Je ne pense pas que ça serait maintenant le moment de dire qu'on va accepter le résultat des urnes comme ça, alors qu'on n'est même pas le jour du scrutin pour que l'on voit comment ça se déroule. Donc, notre réaction par rapport au déroulement du scrutin dépendra de ce qui prévalera lors de ce scrutin même. Le ministère de la Communication organise depuis ce jeudi une formation d'échange à l'endroit des responsables des maisons de presse pour bien se préparer à couvrir le déroulement des élections prochaines. Thierry Kitamoya, assistant du ministre de la Communication, espère que cette formation sera fructueuse dans l'accomplissement de cette tâche et dans le professionnalisme. Suivez Thierry Kitamoya. Une bonne atmosphère qui vont aider la population à bien se préparer dans les élections et une bonne tranquillité de la population avant d'arriver aux élections. Informer la population comment les élections sont en train de se dérouler en respectant la loi, en étant neutre, mais aussi en donnant la parole à tout le monde au même niveau. C'est ce que nous attendons de vous. Vous posez une question. Est-ce que le ministère de la Communication a quel objectif de préparer cette formation ? Les jours que nous allons passer ensemble, le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est pour préparer une formation qui va commencer demain avec la présence du président de la République. Premièrement, vous savez le rôle d'un journaliste dans la préparative de cœur des citoyens qui vont participer dans les élections, les politiciens qui présentent leurs projets et les enseignements prévus par la CENI avant les élections, pendant les élections et après les élections. D'être des témoins du déroulement des élections. Deuxièmement, si nous prenons ce qui a été bien dans la diffusion des informations dans les élections de 2010 ou de 2015 et les élections de la nouvelle constitution de 2018, sans oublier les problèmes qu'on a eus, nous pouvons en tirer une leçon. Et en bref, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 129 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et à une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Mozenzi et Gilles Rimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Poursuivant cette édition, la suspension de l'aide de l'Union européenne a tourné à l'avantage du Burundi. Cela a été dit par Évariste Ndayishimiye.
secrétaire général du parti CNDD-FDD, en même temps candidat aux élections présidentielles de ce parti. Si l'Union européenne veut reprendre la coopération bilatérale avec le Burundi, le gouvernement de Gitega préférera notre accord de coopération et pas celui de Cotonou qui régit la coopération de l'Union européenne et les pays africains. Évariste Ndayishimiye répondait ici aux questions des journalistes c'était lundi après avoir déposé son dossier de candidature à la CENI. Ce n'est pas le gouvernement du Burundi qui a rompu la coopération bilatérale avec l'Union européenne. C'est cette dernière qui a claqué la porte. Et ne nous a même pas parlé des raisons de leur départ, car leurs arguments n'étaient pas fondés. C'est pour cela qu'ils ont refusé le dialogue avec le gouvernement du Burundi. Nous avons même dépêché des émissaires en Europe pour négocier la reprise des relations avec l'Union européenne, mais elle n'a pas voulu et n'avait pas d'argument valable à donner aux représentants du gouvernement du Burundi pour justifier les raisons qui les a poussés à claquer la porte. On n'avait pas d'autre choix que de les laisser. Croyez-vous qu'avant que les Européens viennent au Burundi, le pays n'existait pas? Nous vivons comme on aurait dû vivre si les Européens n'étaient pas venus au Burundi. Est-ce que vous ne voyez pas que ça a tourné à notre faveur? Vous ne voyez pas que la suspension de l'aide de l'Union européenne a ouvert les yeux des Burundais qui étaient endormis? Vous ne vous souvenez pas de la fin du mois d'octobre, novembre et décembre? Ce sont les faits de haricot du mois de février qui mettaient fin à cette famine. Souvenez-vous de cela? Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur. Je me souviens que je passais des nuits blanches à cause de ceux qui mouraient de faim. On m'appelait pour me dire qu'une personne est morte à Loïgui et ailleurs. Nous avons été victimes des accords de Cotonou. Si l'Union européenne veut reprendre la coopération bilatérale avec le Burundi, nous allons nous convenir sur un autre accord, pas l'accord de Cotonou. Le discours des autorités burundaises d'aujourd'hui montre qu'elles ne sont pas conscientes des difficultés dont le Burundi fait face aujourd'hui. C'est la lecture de Marie-Louise Badichako, présidente du mouvement des filles et des femmes pour la paix et la sécurité au Burundi. Selon elle, on ne pourra même pas trouver une solution à ces problèmes tant qu'on ne reconnaît même pas que le Burundi a ces problèmes. Suivez. Vous savez, dire que le pays va bien, dire que le pays s'est développé ou ne s'est pas développé, les critères, les indicateurs sont clairs. Les indicateurs sont là. Qu'on le veuille ou non, même si on nie, on va nier jusqu'à quand? Si la Banque mondiale fait l'évaluation et dit que le Burundi est parmi les 3 pays les plus pauvres du monde, on veut le nier ou on ne le nie pas, mais c'est une réalité. Si on dit que le Burundi est parmi les pays les moins ouverts à l'investissement dans le monde, on peut le nier, on peut ne pas le nier, mais la réalité est là. Quels sont les investissements qu'on voit aujourd'hui au Burundi depuis les 5 dernières années? On va les compter, c'est clair. Est-ce que les emplois sont créés aujourd'hui au Burundi? Ça va se savoir. Les jeunes peuvent le dire. Est-ce qu'ils ont des emplois? Ils n'ont pas d'emploi. S'ils disent qu'ils ont des emplois et qu'ils passent la journée au marché ou dans la rue, on se posera des questions. Donc moi, je crois que le fait que les dirigeants actuels du Burundi continuent d'affirmer qu'il y a la paix, qu'il y a le développement, que tout se passe bien, ça ne devrait pas nous intimider. Ce n'est pas vrai, et ce n'est pas vrai, et ce n'est pas vrai, mais ça ne devrait pas nous intimider parce que de toute façon, les données sont claires. Les faits sont là. Et les faits ne sont pas discutables. Ils sont là. Quand on dit qu'il y a la vie, il y a la vie. Quand il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie. Quand quelqu'un est mort, il est mort. On ne peut pas dire qu'il y a la paix quand les morts se comptent au jour le jour. Regardez les rapports qui sortent. Les organisations de la société civile, il y en a qui sortent des rapports chaque semaine ou chaque mois. On nous compte toujours le nombre de morts, le nombre de personnes disparues, le nombre de personnes violées, le nombre de personnes... Comment est-ce qu'on va le nier? Si on le nie, qu'on me dise où est cette personne, qu'on me la montre, et comme ça je saurai qu'elle est là. Donc, je ne crois pas, ce qu'il dit, je suis désolée de dire que c'est faux, mais c'est faux. C'est faux, le pays ne va pas bien. Reconnaissons que le pays ne va pas bien et comme ça, on pourra trouver la solution. Mais si on ne reconnaît pas que nous avons un problème, même un malade qui nie qu'il est malade, le médecin ne peut pas le soigner. Et avant de clore cette édition, certaines barrières subsistent dans le domaine de la liberté économique au Burundi.
Dans un forum à l'intention des experts nationaux et internationaux organisé par le Centre de développement et des entreprises, Aimable Manirakiza, secrétaire exécutif du CDE, a expliqué que l'économie burundaise connaît de fortes contraintes structurelles, notamment son enclavement et le gouvernement qui ne facilite pas assez les investisseurs étrangers malgré les efforts suivis. Il y a plusieurs contraintes dans ce secteur. Certaines viennent des investisseurs eux-mêmes et d'autres aux décideurs qui doivent faciliter les affaires. C'est pour cela que le gouvernement doit impérativement faciliter les investisseurs et ouvrir les frontières pour les étrangers pour qu'il y ait compétition. Ces derniers pourront influencer les nationaux par d'autres expériences dans les affaires. Selon différents rapports, le Burundi occupe la 3e place parmi les pays qui n'arrangent pas les investisseurs et la liberté économique. En parlant de liberté économique, ce n'est pas seulement la création des entreprises, mais il y a d'autres indicateurs internationaux que le Burundi doit suivre. Et voilà, c'est l'élément qui met un point final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.